Les Européens doivent faire face donc à une nouvelle donne, penser un plan B, non plus comme un discours incantatoire, mais comme une stratégie réaliste de transition vers une autonomie donc stratégique assumée. Alors, que veut dire la rupture assumée avec le paradigme transatlantique? D'abord, l'inflexion historique que j'évoquais, puisque donc avec ces premières semaines, Trump a remis en cause l'automaticité aussi de la défense collective, conditionnant l'intervention américaine à l'effort financier des alliés, ce qui n'est pas une grande nouveauté, mais en revanche, son projet de paix forcée en Ukraine, jugé acceptable, même au prix de l'abandon de territoire, fracture l'unité de l'OTAN et cette posture, qui est perçue comme une forme de chantage stratégique, sape ce que j'appellerais le cœur normatif du lien transatlantique. Donc pour plusieurs États membres, notamment la France, la Pologne et les Pays-Baltes, c'est une ligne rouge. Ils refusent qu'un accord soit dicté par la peur du retrait américain. Et comme l'a rappelé notre ministre des Armées français lors du Paris Defense and Strategy Forum de 2025, qui s'est tenu en mars, vu de France, nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes plus en paix. Et cette déclaration traduit bien, me semble-t-il, une rupture d'époque. Effectivement, les Européens ne seront ni écoutés ni consultés par l'administration Trump 2, quelle que soit leur proximité idéologique avec Trump. Et cela oblige l'Europe à passer d'une stratégie que l'on a pu qualifier de dépendance à une stratégie clairement de contingence. Désormais, le scénario central n'est plus le soutien automatique des États-Unis, mais leur désengagement sélectif, voire leur indifférence calculée. Alors tout cela bride un peu plus les ambitions ou accélère les ambitions d'une Europe puissance, une Europe puissance qui a bien des failles. Alors je crois que Chantal Lavallée a bien rappelé un certain nombre d'éléments. Moi j'aurais aimé insister peut-être un peu plus sur cette figure à la fois rhétorique et cet espoir du pilier européen de l'OTAN, et rappeler aussi que depuis 2016, de nombreux efforts avaient été consentis pour essayer de développer cette possibilité européenne avec le Fonds européen de défense, la boussole stratégique, le PESCO, ou encore, et de manière très intéressante, la relance de formats régionaux comme l'initiative européenne d'intervention. Mais je suis sûre que Laurent Borzillot aura un éclairage très, très intéressant sur ces points. Donc ces initiatives témoignent d'une volonté d'affirmation géopolitique, mais elles restent aujourd'hui encore fragmentaires, fragilisées par des clivages internes. Du fait et comme vous le savez, d'une hétérogénéité des cultures stratégiques donc au sein des alliés, tout d'abord, et puis également, et donc là j'en perds mon propos, oui, du poids de l'OTAN dans les doctrines militaires nationales en Europe et de l'absence de leadership clair, et bien sûr la question de la dépendance industrielle qui est absolument clé. Alors, euh, j'aimerais attirer votre attention sur peut-être des réflexions qu'on a eues à Bruxelles récemment autour donc d'une note pour l'Institut Jacques Delors qui a été proposée par notre collègue Thierry Tardy et qui rappelait que le pilier européen de l'OTAN reste une figure rhétorique plus qu'un projet structuré, sans chaîne de commandement dédiée, sans intégration doctrinale et avec des moyens partagés limités. Donc ce pilier peine à exister en dehors des discours et la rhétorique d'une Europe puissante se heurte aux inerties profondes de l'Union. Alors, de plus, certains pays d'Europe centrale, et je crois que ça a été rappelé, voient dans l'OTAN et donc dans Washington le seul garant crédible de leur sécurité. Et cette fracture que je qualifierais de cognitive ici limite toute mutualisation véritablement ambitieuse. Donc finalement, l'illusion d'une autonomie européenne fondée sur des achats massifs d'armement américains est assez contre-productive au final pour la réflexion, me semble-t-il. Donc, comment construire une autonomie stratégique en entretenant la dépendance industrielle? Donc, finalement, je conclurai dans les 4 minutes qui me restent sur les 3 piliers pour un plan B crédible. Parce qu'on l'a bien compris, si les Européens veulent européaniser l'OTAN, eh bien, il faut qu'ils soient crédibles vis-à-vis de leurs alliés devenus peut-être adversaires, en tout cas compétiteurs difficiles, les États-Unis. Alors peut-être des pistes.
d'abord refonder la politique étrangère européenne qui aujourd'hui serait post-atlantique, comme on a pu parler finalement d'une politique étrangère américaine qui était elle-même post-atlantique sous Trump 1. Alors ça veut dire quoi? Ça ne suppose pas un retrait des alliances existantes, mais plutôt un repositionnement stratégique qui serait fondé sur 3 axes complémentaires. Il me reste 3 minutes, 1 minute par axe. Premier axe, la souveraineté technologique et capacitaire, donc développer la base industrielle et technologique de défense, voire la BITDE. Donc c'est un acronyme que maintenant tous les Français connaissent, en tout cas depuis en fait, et grâce à Trump, je dirais, depuis ces quelques semaines, et notamment développer donc cette BITD dans des secteurs critiques que sont les munitions, les drones, la cybersécurité et les satellites, ce qui est absolument clé et ce qui fait partie ce qui est indispensable pour rompre la dépendance aux technologies américaines. Ça peut passer aussi par le renforcement de programmes conjoints comme le SCAF ou le projet ReArm Europe qui est évoqué par la France en 2025 et qui s'inscrirait dans cette logique. Deuxième axe, l'Alliance européenne différenciée, c'est-à-dire favoriser des formats souples et agiles comme le groupe de Weimar ou l'IEI, pardon, excusez-moi. Et puis, cela permettrait sans doute d'agir en dehors des lenteurs institutionnelles en permettant cette logique donc de coalition de volontaires qui permet de répondre plus rapidement aux menaces tout en respectant la diversité stratégique européenne. Troisième et dernier axe, la diplomatie d'influence. L'Europe doit pouvoir sortir d'une posture purement normative pour embrasser une diplomatie d'influence active. Et cela implique de s'affirmer dans des zones grises de la compétition géopolitique qui ont peut-être été, je crois, moins mentionnées précédemment. Donc, les Balkans, bien sûr, pour nous, vu d'Europe, la Méditerranée orientale, toujours hein, le Sahel, l'Indo-Pacifique. Donc, la posture de l'UE, finalement, doit être celle d'un pragmatisme de principe qui va davantage, sans doute encore, refuser l'alignement automatique tout en affirmant une souveraineté de décision. Donc ça veut dire en clair que, bien évidemment, le poids du politique sur le militaire prime et que ce qui compte aujourd'hui en Europe, c'est une vraie mobilisation des décideurs politiques. Et pour qu'ils soient mobilisés, il faut qu'ils soient capables aussi de mobiliser leur population autour, sans doute, de définitions assez claires de ce que représente là où les menaces qui pèsent sur la sécurité des Européens. Alors, pour comprendre l'ampleur de ce défi, il est sans doute nécessaire de revenir sur les implications profondes de cette présidence Trump 2, qui, au-delà du style politique, réoriente la géopolitique transatlantique sur des bases radicalement nouvelles. Aussi, je dirais que les limites du modèle européen actuel appellent à un repositionnement profond. Et la question qui se pose pour nous de manière très pragmatique et dont on pourra débattre, c'est quelle voie pourrait rendre l'Europe réellement autonome sans pour autant sacrifier l'interopérabilité avec ses alliés historiques. On peut se poser un certain nombre de questions, comme on l'a vu sur les questions de renseignement, que je développerai avec plaisir. Donc finalement, ces axes que j'évoquais, ou ce triptyque ne serait pas vraiment une utopie, mais il s'inscrit dans une trajectoire historique de maturation stratégique européenne que la guerre en Ukraine et la présidence Trump 2 semblent avoir accéléré brutalement. 12 minutes 35 secondes, je m'arrête avant d'être coupée par notre président que je remercie pour son attention et je serai heureuse d'écouter donc mes copanélistes et d'intervenir par la suite. Merci beaucoup, Maude Kessar. Vous êtes une excellente étudiante. 12 minutes 37 secondes, c'est vraiment un temps idéal. Il y aura donc énormément de pression sur Nicolas François et Laurent pour respecter le temps alloué. Nous nous tournons maintenant vers Laurent Bourzillot pour une présentation qui devrait apparaître sur l'écran. Voilà. C'est bon. À toi la parole, Laurent. Merci beaucoup, Jonathan. Oui, ça fonctionne, c'est bon. OK, très bien. Mettre le coup.
pour mes 12 minutes. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci donc, aux organisateurs, que ce soit le réseau d'analyse stratégique, le Rubicon ou encore l'IEM donc, pour toute l'organisation de cette journée et l'invitation donc, pour cet événement et ce panel. Merci en particulier à Justin Massy et pour ce qui est la technique, je ne les citerai pas tous, mais à Antonin Blanchard et d'autres pour toute l'organisation, parce que je sais d'expérience que c'est un gros travail. Ma présentation à moi portera plus sur le cas français et sur ce que j'appelais la 5e République française face au désengagement américain de la communauté transatlantique. Puisque qu'on vient de regarder ce qui se passe exactement en France par rapport donc, à la situation et si, oui ou non, on a véritablement donc, une adaptation donc, compte tenu des événements. Alors, si on prend le cas français, les Français étant très modestes, sur cette question-là, est-ce que c'est ce qui se passe? Il y avait l'idée que les Français aimeraient bien que sur ces questions-là, ils se voient comme Athéna. C'est-à-dire, on a fait preuve de sagesse, on a tout prévu avant tout le monde, on a pensé à tout, etc. Et donc, on a déjà les plans qui sont préparés. Dans les faits, malheureusement, la position française ressemble plus au personnage de Cassandre, donc dans la mythologie grecque, qui justement avertit tout le monde, mais qui n'est pas écouté. La bonne nouvelle, quand même, pour les Français, du moins pour l'instant, ça peut changer, c'est que dans ce qui est fait dans la réaction française, on se rapproche non pas du sort de Cassandre, puisque pour rappel, à la fin, Cassandre finit assassiné, mais pour l'instant, on est au stade du héros troyen aîné, mais pas le aîné de l'Énéide que vous connaissez, qui est le personnage principal et le héros de l'histoire, mais plus le aîné de l'Iliade, c'est-à-dire un acteur secondaire qui joue bien sa partition, mais sans plus. Et pour l'instant, on est malheureusement ou heureusement, parce que tout dépend de votre position, là-dedans. Et en fait, il faut revenir tout d'abord sur c'est quoi le constat actuel. Bon, le premier panel l'a pas mal abordé, donc je passerai rapidement dessus, mais on est sur un constat où on a une transformation de l'hégémon, qui n'est plus un hégémon que certains chercheurs appellent libéral ou constitutionnel, c'est-à-dire qui respecte les normes, le droit international, qui permet la dissension pacifique. On n'est même pas sur un hégémon classique de type russe ou chinois, on est presque sur ce que pourrait appeler un enfant roi prédateur, dans le sens où il n'y a pas vraiment de rationalité, parce que pour qu'il y ait une vraie rationalité, il faudrait qu'il y ait prise en compte des faits. On n'est pas du tout sur la prise en compte de faits, au contraire, on a une contestation des faits, et on n'est pas nécessairement non plus sur une logique, ce qui ressortait quand même d'une partie de ce qui était dit ce matin, où à plusieurs égards, en fait, ça peut aller dans tous les sens. Ce qui a été dit un jour peut être contredit le lendemain, donc on n'est pas du tout sur ni de la rationalité, ni encore de la logique. Donc, compte tenu de cela, comment se positionne donc la 5e République? Il y a 5 thèmes que je vais aborder, celui des polémiques et attitudes américaines en général, celui de la guerre russo-ukrainienne, celui de l'architecture sécuritaire européenne, celui rapidement des alliés au sein de la communauté transatlantique et au-delà, et celui de la politique de défense en général. Dans le cas de ce que je vais vous présenter, je vais surtout me concentrer sur une focale sur l'exécutif et l'appareil politico-militaire diplomatique français. Et pour commencer et en venir d'abord sur la polémique, sur la position française et la réaction française par rapport aux polémiques et attitudes américaines en général, en fait, ce qui se dégage de manière assez surprenante, au sens positif du terme, c'est ce qu'on pourrait appeler une Schadenfreude contenue. Alors, en allemand, une Schadenfreude, c'est la joie malsaine que vous éprouvez quand vous voyez quelqu'un se faire mal. Typiquement, en fait, compte tenu des positions françaises passées et compte tenu aussi de l'arrogance française et de ce travers malheureusement assez courant, on aurait pu craindre qu'il y ait une position française tout sauf subtil par rapport à cela, de dire vous avez vu, on vous avait prévenu, on vous avait dit qu'il ne fallait pas faire confiance aux Américains, qu'il fallait prévoir un plan B d'emblée. C'est pour ça que nous, on a l'arme nucléaire, qui est une arme nucléaire qui ne dépend pas des Américains comme les Britanniques. Or, pour l'instant, du moins, on va voir comment ça va évoluer, de manière générale, il n'y a pas eu justement de Schadenfreude, du moins trop marqué, ce qui est assez notable par rapport à ça, et plutôt au contraire, une position de co-leader, mais sans trop tirer la couverture à soi. Si on regarde en particulier la guerre russo-ukrainienne, tout d'abord, on a eu une position de co-leader plutôt respectueux avec les Britanniques, avec plusieurs rencontres qui ont été menées. On a évoqué ce matin la force conjointe
initialement franco-britannique, qui serait composé aussi d'autres nations participantes. On a plusieurs rencontres donc, qui ont eu lieu ces dernières semaines. Sur la question des troupes européennes, on a aussi pas mal qui a été fait donc, par la position française, sachant que pour rappel, Emmanuel Macron avait déjà évoqué le fait de déployer des troupes potentiellement en Ukraine il y a plus d'1 an de ça. Pour autant, la proposition franco-britannique, quand même, est à considérer avec modération et prudence. Puisque pour rappel, en janvier dernier, quand on lui posait la question combien il fallait de troupes en Ukraine des alliés pour dissuader la Russie, Zelensky parlait de 200 000 militaires. Donc on est passé de 200 000 militaires à potentiellement 3 000. Et encore, actuellement, on parle maintenant d'une brigade pour Paris, donc qui serait accompagnée d'autres pays. On sait a priori, ce serait après le cessez-le-feu, donc on verrait. Et pour l'instant, on partirait peut-être même plus sur de la formation. Donc il y a quand même pas mal d'aspects sur lesquels c'est pas très clair. Ça reste à voir ce que vraiment veulent faire les alliés, en particulier ce que propose la France. Si on prend la question, enfin les autres thématiques, en particulier les questions d'armement, dans les faits, la part française de soutien à l'Ukraine reste extrêmement limitée. Si on prend les rapports de l'Institut Kiel, qui publie régulièrement depuis plusieurs années par rapport à ça, en tout, l'aide française à l'Ukraine, c'est 0,2% du PIB français, pas plus. Si vous prenez une comparaison rapide, l'Estonie, le Danemark ou la Lituanie, c'est 2%. La Finlande et la Suède, c'est 1%. Donc vous voyez que niveau investissement français par rapport donc à cela, on en est encore très loin. La France a donné très peu d'armement de manière générale, excepté les canons César. Et on n'a que assez peu augmenté la production de cadence des munitions. Si maintenant on regarde pour ce qui est de la thématique de l'architecture sécuritaire en Europe, on a évoqué, ça a été évoqué justement ce matin, la question donc, du parapluie nucléaire français. Alors oui, il y a des progrès qui sont faits côté français et on commence à vraiment y réfléchir. En particulier, on commence à réfléchir aux impacts logistiques. Parce que ce n'est pas seulement la question comment ça serait commandé et géré, c'est surtout la question de qu'est-ce qu'il faut derrière. Or, actuellement, la France ne peut pas le faire pour la simple et bonne raison que depuis maintenant plusieurs décennies, le stock des têtes nucléaires français est limité à ce qu'on appelle le strict minimum, c'est-à-dire 300 têtes. On ne va pas au-delà parce que le but de ces 300 têtes, c'est juste d'assurer la sécurité du territoire national français et des intérêts vitaux français. Or, si vraiment les Français voulaient donc justement être un acteur en Europe, il faudrait augmenter donc ces têtes, ce qui veut dire potentiellement sortir plus ou moins de certains traités. Et là, il y a une réflexion actuellement qui est menée, mais qui n'est pas encore publique. Donc on voit que ça bouge, mais encore doucement. Mais ça ne bouge pas tant que ça, puisque à côté, oui, d'accord, il y a eu des discours français de oui, on est prêt à discuter d'une dissuasion nucléaire élargie, pas partagée, attention. Mais dans les faits, on n'est toujours pas sur l'idée d'intégrer le groupe des plans nucléaires de l'OTAN. On a au sein de l'OTAN un groupe qui parle des questions nucléaires. Les Français n'y sont pas. Et il n'y a pas, pour l'instant, d'objectif de l'intégrer. Donc parler quand même d'étendre la dissuasion nucléaire française pour combler en quelque sorte les Américains et ne pas intégrer l'instance otanienne où on parle de ces questions-là, c'est un peu contradictoire. Donc vous voyez que quand même, sur certains aspects, on est encore loin d'avoir une stratégie très complète. Sur la question des troupes en général, dans les faits, alors qu'on est conscient qu'il faudra beaucoup plus de militaires, on n'a pas du tout de réflexion sur l'augmentation des troupes, mais surtout sur des déploiements conséquents en Europe centrale et orientale, y compris avec des groupes que l'on a, tels que la brigade franco-allemande, qui pourraient le faire. Et enfin, si on prend la question donc, de l'Union européenne et du développement de l'Union européenne, Chantal Lavallée l'a évoqué ce matin, les 800 milliards qui sont beaucoup évoqués dans les médias, c'est 800 milliards où dans les faits, vous avez 150, c'est seulement de prêts, et 650, c'est dépenser plus. Donc, ce n'est pas vraiment une enveloppe que vous allez pouvoir utiliser. C'est juste, on vous dit, si vous voulez, vous pouvez alors dépenser plus. Oui, bon, ça veut dire quand même qu'il va falloir que je trouve l'argent. Dans un contexte où la France n'a pas d'argent et en déficit, c'est un peu problématique. De la même manière, sur tout ce qui est les questions européennes, il n'y a pas vraiment de réflexion sur comment utiliser les groupements tactiques de l'Union européenne ou encore la capacité de réaction rapide de l'Union européenne qui est censée être en vigueur depuis janvier de cette année, qui pourrait intervenir techniquement en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, en Arménie, mais qui dans les faits, en fait, n'est pas du tout apte et n'a pas les moyens de le faire. De la même manière, plus grave encore, on pourrait dire de cette manière, et les Français ne font pas beaucoup par rapport à ça. Vous avez le MPCC, alors je suis désolé pour l'acronyme, c'est la capacité de coordination et de planification militaire de l'UE, c'est-à-dire en gros le mini-QG militaire de l'Union européenne. Il est tellement efficace qu'actuellement vous avez 40 postes qui ne sont toujours pas occupés. Donc ça veut dire... Et
les Français, quand même, malheureusement aussi, ne sont pas très actifs sur ces sujets-là. Donc vous voyez qu'on est loin encore d'une réaction complète de manière générale. Si on prend maintenant les réactions françaises vis-à-vis des alliés au sein de la communauté transatlantique et au-delà, de manière générale, on a plutôt eu une réaction meilleure que d'autres pays européens, mais ça reste limité, que ce soit vis-à-vis du Danemark, la Groenland, ou même vis-à-vis des remarques de Donald Trump sur le Canada. On a une petite réaction française, mais elle reste très limitée, en particulier sur le dernier point, c'est-à-dire sur les polémiques, enfin, les discours récurrents américains menaçant le Canada. Dans les faits, en France, c'est pas très pris en compte. Ce qui ressort quand même d'échanges qu'on a menés récemment. Dans les faits, c'est plus vu comme une blague et ça ne va pas au-delà. Enfin, on peut le traiter comme blague, mais je veux dire, c'est vraiment pris à la dérision de manière générale. Et si on prend maintenant, en ce qui concerne les politiques de défense en général en France, alors oui, on parle désormais d'augmenter le PIB, peut-être à 3,5%, mais dans les faits, au niveau des choix, on ne sait pas pour quel choix, ce n'est pas très clair. Si les choix qui sont évoqués, ce ne serait pas tellement pour la défense de l'Europe centrale et orientale, puisqu'on parle par exemple de deuxième porte-avions, on parle de frégates, donc on est loin de ce qu'il faudrait par exemple pour la défense de l'Europe orientale. De la même manière, si la France n'a pas de problème actuellement en termes de recrutement militaire, dans les faits, il y a un article qui est paru il y a quelques jours qui disait que la réserve militaire avait beaucoup de mal à fonctionner. Donc là encore, les Français disent qu'ils veulent faire quelque chose, mais en même temps, on voit que ça ne suit pas derrière en termes de logistique. Et le problème qui est en fait à la base de tout ça, c'est qu'on a une loi de programmation militaire qui a été votée en 2023 qui, dans les faits, n'a pas du tout fait l'objet d'un consensus politique. Elle a été votée à la va-vite. Ce qui me permet d'arriver à la fin de ma présentation, parce que je vois l'heure tourner et je sais que Jonathan est très strict par rapport à ça. Au final, si on fait un bilan de la réaction française, en fait, elle est mitigée. Ce qui est paradoxal, parce qu'à la base, à partir d'une position très avantageuse, puisqu'il n'y avait pas de surprise stratégique, les Français n'ont pas été surpris de la position américaine et du revirement, mais en fait, la réaction en actes et en discours est plutôt moyenne. Et en fait, pourquoi on a une réaction en actes et en discours plutôt moyen? C'est parce qu'en fait, on a une forte instabilité à l'interne. Et en fait, cette instabilité à l'interne, elle est cachée actuellement grâce en fait, à l'illusion ou au charme des fonctionnements de la Ve République, qui fait que l'exécutif français, surtout le président, a un pouvoir surdimensionné par rapport à ses homologues dans d'autres pays. Mais dans les faits, malheureusement, et je terminerai rapidement là-dessus parce que je vois que j'ai dépassé les 12 minutes. En fait, on a un très fort dissensus à l'interne en France. Au niveau de la classe politique, des partis politiques, on n'a pas du tout d'accord entre plusieurs partis politiques. Le seul point positif par rapport à ça, c'est que autant on a un dissensus au niveau de la classe politique, autant ce n'est pas le cas au niveau de l'opinion publique française. On a plusieurs sondages qui ont été menés récemment et en fait, l'opinion publique française, même sur la question de est-ce que vous seriez d'accord pour déployer des troupes françaises en Ukraine après un cessez-le-feu, il y avait à peu près 60% des gens qui répondaient favorablement. Donc on a cette situation en France où on a un dissensus politique très fort sur ces questions-là, mais à l'inverse, un soutien plutôt général de l'opinion publique. Et pour conclure, quelles pourraient être donc les perspectives de manière générale par rapport à cela? Bon, de manière générale, premièrement, donc on a une réaction limitée, qui est une conséquence d'une crise interne. Deuxièmement, il faut aussi noter que depuis quelques semaines, on assiste à une offensive médiatique assez forte de ce qu'on appelle en allemand les Putin-Versteher, c'est-à-dire des gens qui reprennent les discours narratifs de la Russie. On a toute une série d'hommes politiques français de la droite des années Sarkozy, plutôt connus pour leur russophilie, qui ont parlé récemment dans les médias français. Vous avez CNews qui désormais donne une tribune régulière à l'ancienne rédac-chef de Russia Today. Donc ça vous donne quand même l'idée de ce qui se passe actuellement. Pour autant, est-ce que les perspectives sont aussi négatives que ça? Pas nécessairement, parce qu'on va avoir des élections d'ici 4 mois. Des élections où peut-être l'enjeu ukrainien va être un enjeu majeur électoral, ce qui fait que, vu l'état de l'opinion publique française, on pourrait avoir plutôt des résultats positifs de manière générale. Je termine là-dessus, parce que j'ai dépassé largement, mais j'ai bénéficié de clémence de la part de Jonathan. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Donc, dissensus à l'interne. Vous avez montré une image de Charles de Gaulle qui disait comment diriger un pays qui produit 150 sortes de fromages, c'est ça? C'était ça. Voilà. On aurait pu le résumer ici, mais merci encore. Notre dernier conférencier, plutôt panéliste, Nicolas François Perron. Alors, la parole est à vous. Nous vous écoutons.
Bonjour tout le monde. Merci pour les précédentes prises de parole qui étaient toutes intéressantes. Ça me fait plaisir de participer aujourd'hui aux discussions sur l'adaptation européenne au retour de Trump. Donc aujourd'hui, je vais analyser en fait brièvement l'évolution de la politique de défense allemande dans le contexte de ce revirement ou choc géopolitique du retour de Trump. Plus précisément, j'aimerais discuter des implications de ces changements en Allemagne en ce qui a trait à la politique de défense vis-à-vis du conflit en Ukraine. Je pense que c'est intéressant de faire la comparaison de la période pré-Trump au pouvoir et la période post-Trump au pouvoir dans la politique de défense allemande vis-à-vis de l'Ukraine, parce que ça permet de souligner la façon dont l'Allemagne conçoit son rôle et ses relations, notamment avec l'OTAN, les États-Unis et ses alliés européens. Donc, l'argument principal que je souhaite faire dans le temps alloué, c'est que ce choc du retour de Trump en janvier 2025 représente tout autant une opportunité que l'a été le Zeitenwende, donc le virage stratégique allemand suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Donc, c'est-à-dire que cette opportunité pourrait être une opportunité encore plus importante que le Zeitenwende de mener un changement de politique de défense important en Allemagne. Donc, pour faire mon argument, je vais le faire en deux parties. Donc, tout d'abord, une première partie sur la politique de défense allemande pendant la guerre en Ukraine de 2022 à 2025. Donc, discuter du Zeitenwende, donc du virage stratégique et de ses limitations, et aussi des débats principaux qui ont eu lieu en Allemagne sur la posture de défense. Puis, suite à ça, une deuxième partie sur le changement avec le retour de Trump pour discuter de son impact sur la posture de défense allemande en discutant de la période durant les élections allemandes, puis la formation d'un nouveau gouvernement depuis la fin février 2023. Donc, tout d'abord, sur la guerre en Ukraine avant l'arrivée de Trump, ben, le Zeitenwende, donc le tournant stratégique mis de l'avant par le chancelier allemand à la fin février 2022, représente un pas en avant ou un virage stratégique de l'évolution de la politique de défense allemande dans la période post-guerre froide. On peut, pour résumer en quelques points simples, les éléments principaux du Zeitenwende. Le premier point, c'était le renforcement militaire et l'engagement vers l'OTAN. Donc, en Allemagne, il y a la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros afin de moderniser la Bundeswehr, donc les forces armées allemandes, ce qui va permettre notamment l'augmentation du budget de la défense qui va atteindre 2% du PIB en 2024 avec 90,6 milliards d'euros. Il y a un renforcement de la présence militaire allemande, notamment en Roumanie et en Slovaquie. Puis, à partir de 2023, est annoncé un premier engagement permanent de soldats allemands hors de l'Allemagne dans l'après-Deuxième Guerre mondiale en Lituanie. Et aussi, l'Allemagne s'inscrit aussi dans un soutien militaire important à l'Ukraine. Donc, l'Allemagne devient le deuxième État contributeur d'aide bilatérale à l'Ukraine. On parle notamment d'envoi de véhicules de combat, de chars d'assaut, d'obusiers et de systèmes antiaériens. Et troisièmement, le Zeitenwende met de l'avant une réduction des dépendances énergétiques à la Russie. Donc, il y a la suspension de Nord Stream 2 et une tentative plutôt de diversification des importations de gaz à travers des partenariats, notamment avec le Qatar et l'Azerbaïdjan. Donc, le Zeitenwende, comme je l'ai dit, met de l'avant le renforcement militaire et l'engagement vers l'OTAN, l'aide militaire envers l'Ukraine et la réduction de la dépendance énergétique à la Russie, sauf que ces trois points du Zeitenwende vont faire face à certaines limites ou échecs de la mise en œuvre de ce changement depuis février 2022. Il y a des problèmes de mise en œuvre de la modernisation militaire. Donc, le fonds de 100 milliards d'euros qui a été plutôt difficile à utiliser, notamment dû à des blocages bureaucratiques et certains retards dans les livraisons des nouvelles acquisitions allemandes. Il y a aussi eu certaines difficultés budgétaires et en ce qui a trait au financement du réarmement. Donc, initialement, le plan du Zeitenwende avec le 100 milliards d'euros devait être épuisé d'ici 2027 avec un manque de 20 à 30 milliards d'euros par an afin de maintenir l'investissement à plus de 2% du PIB par année en défense, ce qui a mené à des questionnements sur la façon de pérenniser ce financement dans le contexte des contraintes budgétaires liées à la loi constitutionnelle de 2009 sur le plafonnement de la dette.
l'Allemagne a aussi eu de la difficulté à envoyer toute l'aide militaire qu'elle le souhaitait, encore une fois à cause de ce plafonnement de la dette. Et un rapport du Parlement allemand, donc du Bundestag, au début de la guerre en Ukraine, a expliqué que les forces armées allemandes avaient un sous-investissement militaire historique estimé à près de 600 milliards d'euros, donc bien loin du 100 milliards d'euros mis de l'avant par le Zeitenwende initialement. De plus, ces limites on voit aussi ces limites quant au Zeitenwende en ce qui a trait aux tensions politiques sur la posture de défense allemande, donc un manque de consensus au sein de la coalition entre les différents partis au gouvernement en Allemagne et des tensions aussi avec l'opposition allemande en ce qui a trait au type et au niveau d'aide militaire à l'Ukraine et aussi à la façon dont l'Allemagne devrait développer sa politique de défense. Par exemple, l'AfD, donc l'extrême droite, il dit Linke ou BSW à l'extrême gauche, qui critique fortement tout alignement sur les États-Unis, sur l'OTAN, explique qu'il faudrait plutôt une politique de défense indépendante ou nationaliste. Donc, le Zeitenwende qui aura été un défi à mettre en œuvre. Donc, le Zeitenwende marque un tournant assurément dans la politique de défense allemande avec des réformes majeures, sauf que, comme j'expliquais, la mise en œuvre a été plutôt compliquée. Il faut plutôt attendre le retour de Trump en 2025, qui va coïncider avec les élections allemandes du 23 février 2025 pour voir un revirement géopolitique qui pourrait s'avérer être au final plus important que le Zeitenwende. Donc, comme d'autres ont expliqué, avant tout, les élections allemandes ont eu lieu principalement en janvier-février, avec une date d'élection du 23 février. Donc, ces élections ont coïncidé avec le retour de Trump au pouvoir. Une dizaine de jours avant les élections allemandes, il y a eu la conférence de sécurité de Munich, dont d'autres ont discuté aujourd'hui, qui a mis de l'avant le désir de rupture évidente ou le choc ou revirement stratégique des États-Unis en Europe. Donc, les enjeux de politique étrangère ou de politique de défense allemande ont pris une certaine place durant les élections. On a vu des différences importantes en ce qui a trait notamment à la place que les États-Unis ou l'OTAN devraient avoir en politique de défense allemande. Qu'on a vu par exemple chez le candidat conservateur Friedrich Merz, donc le chef de la CDU-CSU, un désir de soutien important à l'OTAN, mais inversement, le désir d'un besoin de renforcement du pilier européen de la défense et d'une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. Inversement, de l'autre côté, si le parti du chancelier sortant, Olaf Scholz, a aussi mis de l'avant le désir ou l'importance de continuer l'alignement avec l'OTAN et l'aide militaire à l'Ukraine, celui-ci restait durant les élections moins agressif, si on veut, sur l'atteinte du 2% de dépenses en défense, aussi plus réticent en ce qui a trait à un rôle européen, un pilier européen de la défense au sein de l'OTAN. Donc, on voyait déjà au niveau des élections que le retour de Trump provoquait certaines scissions entre les partis plus traditionnels conservateurs et socialistes. Et ça a permis aux partis d'extrême droite et d'extrême gauche, comme je disais tout à l'heure, l'AfD et Die Linke, de reprendre ces narratifs comme quoi on ne pouvait pas compter sur les États-Unis, comme quoi on ne pouvait pas compter sur l'OTAN et qu'il valait mieux une politique de défense, une politique étrangère allemande indépendante et nationaliste. Le 23 février 2025, Friedrich Merz gagne les élections allemandes. Suite au retour de Trump, suite à la conférence de sécurité de Munich, une des premières choses qu'il souhaite mettre de l'avant, c'est de former un gouvernement de coalition, ce qui est normal en Allemagne, avec le deuxième parti en tête, c'est-à-dire les socialistes. La première chose qu'il souhaite faire, en fait, c'est d'augmenter les dépenses en défense et de faire un changement constitutionnel permettant un endettement plus important pour arriver à cette fin. Donc pour Merz, il désire mettre de l'avant un plan de 500 milliards d'euros comme une première étape vers une nouvelle communauté de défense européenne. Ce qu'il explique, c'est que c'est un reflet d'une nouvelle ambition allemande dans la politique de défense européenne et transatlantique. Donc Merz réussit à pousser de l'avant
à travers un certain leadership, ce changement constitutionnel et cette aide militaire, cet investissement militaire qui représente 500 milliards d'euros. Donc, grosso modo, pour terminer rapidement, l'argument principal, c'est de dire que parce que le Zeitenwende s'inscrivait dans un espace politique allemand où Olaf Scholz était plutôt réticent à un pilier de défense européen, plutôt réticent à certains types d'aide militaire envers l'Ukraine, plutôt réticent à des investissements militaires qui mèneraient à un endettement allemand. Les résultats ont été mitigés, alors qu'inversement, Friedrich Merz, malgré qu'il soit assurément pro-États-Unis, pro-OTAN, est plus favorable au pilier de défense européen. Il a pris un leadership assez important pour faire sauter la limite d'endettement. Donc, le changement de Donald Trump, enfin, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, donne la chance à l'Allemagne d'un changement de défense encore plus important que celui qu'on a vu en 2002. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas François. Très bien. Alors, il est 14h13. Nous avons grosso modo 45 minutes pour les discussions. Donc, prenez votre temps, réfléchissez aux questions que vous souhaitez poser. J'en ai quelques-unes. Je propose donc de vous les poser. Et en fait, je vais en poser deux générales et il y en aura une troisième spécifiquement pour Maude Kessart, puisqu'elle nous rejoint, je présume, de Paris, qu'elle vit en France. Et donc, elle est sur le terrain. Vous comprendrez pourquoi cette question-là s'adresse principalement à elle. Donc, première question aux trois panélistes. Laurent parlait tout à l'heure de dissensus à l'interne dans le contexte français. Les dissensus en Europe au sein des parlements sont très présents. Ils s'expliquent notamment par la présence de l'extrême gauche, de mouvements d'extrême droite. Il y a évidemment des mouvements populistes très présents en Roumanie, en France, malgré ce qui est arrivé à Mme Le Pen la semaine dernière, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie. Donc, je vous entends parler de l'Union européenne comme s'il s'agissait d'un bloc semblable au bloc américain. La question est la suivante. Comment est-ce que l'Europe peut-elle se projeter dans l'avenir, sachant qu'elle est minée par des mouvements d'extrême droite et qu'il y aura, pour revenir au cas français, l'échéance de mai 2027, la présidence, l'élection présidentielle. On ne sait pas très bien à quoi ressemblera la France après mai 2027. Bref, comment pouvez-vous vous projeter en avant et quelle importance accordez-vous à ces mouvements populistes dans le calcul stratégique qui est le vôtre? Deuxième question. Certains ont évoqué la possibilité que le Canada joigne l'Union européenne. Vous avez vu passer, notamment dans The Economist, plusieurs universitaires, notamment canadiens et québécois, ont été très, très excités à cette idée. Plusieurs en ont parlé parce que c'est un exercice intellectuel intéressant. Je pense que la plupart des observateurs s'entendent pour dire que c'est une idée qui restera une idée. Mais j'aimerais tout de même vous entendre là-dessus, puisque vous réfléchissez à travers un prisme européen. Y aurait-il néanmoins une possibilité de rapprochement avec l'Europe sans nécessairement intégrer le Canada comme nouveau membre? Ça, c'était la deuxième question. La troisième, spécifiquement pour Maude Kessart, et il y a un lien à faire ici avec le prochain panel qui portera sur l'adaptation canadienne, panel sur lequel 4 Canadiens nous parleront de l'adaptation canadienne. Maude, dites-nous comment parle-t-on du Canada actuellement dans les discussions stratégiques que vous menez? Est-ce que vous pensez au Canada uniquement comme un grand réservoir de ressources naturelles? Bref, comment vous nous percevez? Quel rôle le Canada peut jouer, selon vous, dans un rapprochement euro-canadien ou canado-européen? Donc, à vous la parole. En débutant par Laurent, peut-être, parce qu'il est à côté de moi. Comme tu veux, sinon on peut laisser Maude. Ah, on laisse parler. Alors, Laurent est gentil, on vous écoute à distance.
Et pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ok, je viens de griller la priorité à Nicolas François Perron, donc j'espère. Euh, je vais commencer donc par les premières questions et je terminerai sur la question spécifiquement française, euh, question sur laquelle je ne doute pas qu'il y aura un miroir ou un écho chez Laurent Borzillot qui a bien travaillé sur la relation aussi franco-canadienne récemment. Alors, la première question que vous posiez, Jonathan, est vraiment centrale aussi pour nous dans les réflexions et le débat public. C'est le poids des populismes et la circulation des idées populistes et des liens entre mouvements populistes. Donc, au sein de l'Europe, alors vous parliez à très juste titre, vous évoquiez les fractures finalement au sein de l'Union européenne. euh, qui sont des fractures de positionnement politique, d'une difficulté de s'entendre à 27 sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur les questions donc, de défense de l'Europe ou d'Europe de la défense, voire parfois de l'appréciation de la menace russe. Et bien sur la question de la circulation des mouvements populistes, il semblerait ici qu'on ait une ligne de force qui finalement qui recrée, je dirais, des mouvements transnationaux qui pourrait être destiné une Europe un petit peu différente. Alors peut-être je peux clarifier un peu le propos. Il me semble que votre interlocuteur précédent disait, voilà, on a un schisme au sein du bloc occidental, on a deux visions de la démocratie libérale et la démocratie libérale. Il se trouve que les mouvements populistes européens sont extrêmes, ce sont des illustrations et des soutiens de cette nouvelle conception de la démocratie, donc totalement illibérale. Et donc là, finalement, on a peut-être une refondation que je qualifierais d'idéologique au sein de l'Europe et qui est un mouvement extrêmement intéressant à étudier. D'autant plus intéressant qu'il fait le lien avec l'espace transatlantique, puisque certains de ces mouvements ont des liens ou se copient les uns les autres en s'inspirant aussi de ce qui se passe en Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier. Alors, est-ce que ça renforce plus les dissensus ou est-ce que ça amène les autres forces politiques à résister? Je me plairais à croire en tant qu'Européenne et française à vous dire que, en fait, malgré ces mouvements-là, et vu le contexte et l'appréciation de certaines menaces, les autres mouvements politiques vont être amenés à devoir faire bloc contre ces mouvements-là ces mouvements populistes qui deviennent une minorité qui pourrait devenir majoritaire. Et je pense qu'en cela, l'exemple américain est extrêmement éclairant dans la mesure où le mouvement MAGA était considéré d'abord comme un mouvement minoritaire qui est devenu, en fait, peut-être pas complètement majoritaire en termes de voix, mais en tout cas qui a permis à Donald Trump de remporter le pouvoir. Donc nous regardons ces mouvements avec beaucoup d'attention, ce qui montre aussi que la vie politique des Européens dans chacun des États, avec leurs spécificités culturelles, politiques et autres, est particulièrement marqué donc par ces recompositions et par ces nouvelles formes finalement de polarisation politique qu'on a longtemps observées en Amérique du Nord et qui en fait mettent à l'épreuve les démocraties européennes libérales telles qu'on a pu les concevoir, les connaître depuis donc les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Merci, Maude. Est-ce que Nicolas François souhaite ajouter quelque chose? Ouais. Dans le cas de la guerre, enfin de la guerre en Ukraine, par exemple, en Allemagne, avant le retour de Trump, on a quand même vu des dissensions importantes entre les partis politiques en ce qui a trait à ce que l'Allemagne devait faire vis-à-vis de l'Ukraine, ce que l'Allemagne devait faire vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis l'OTAN. Donc, comme je le disais initialement, on voyait des différences au sein de la coalition gouvernementale entre, par exemple, Olaf Scholz, chancelier allemand, mais aussi chef des socialistes, qui était plus réticent que ces partis de coalition à avoir une posture forte sur l'Ukraine, notamment craignant le risque d'escalade, craignant d'engager l'Allemagne. Et comme je le disais initialement, évidemment, l'extrême droite et l'extrême gauche qui étaient réticents à s'engager là-dedans. Et on voyait au sein de l'opinion publique aussi
des différences importantes. Sauf que je regardais récemment les sondages depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche et l'opinion publique allemande a quand même pas mal bougé sur plusieurs de ces enjeux de défense. Donc, par exemple, je regardais sur plus d'argent pour les forces armées, même si ça augmente la dette allemande, ben, il y a 76% qui sont en faveur. C'est quand même un chiffre important. Et on retrouve le chiffre le plus bas, enfin les deux chiffres les plus bas à 50% chez l'AfD, qui est quand même un chiffre plutôt important, et à 52% chez BSW, donc l'autre parti anti-establishment d'extrême gauche. Alors que chez les conservateurs, c'est 90, chez les socialistes, 84, chez les Verts, 89. C'est quand même, même chez le FDP, donc les libéraux au sens d'économie de marché et contre l'endettement, c'est à 70%. Donc clairement, il y a quelque chose qui s'est passé post-retour de Trump. Même quand on regarde soutien militaire envers l'Ukraine, un soutien plus fort, c'est 48%, puis un soutien autant important qu'avant, c'est 27%. Donc, clairement, l'arrivée de Trump est un électrochoc peut-être plus important que le début de la guerre en Ukraine, à voir si ça se pérennise dans le temps. Mais c'est quand même des chiffres qui m'apparaissent assez intéressants. Une autre donnée de sondage demandait s'il y avait un intérêt à une création de structures militaires propres aux États européens ou l'OTAN, 50% une structure propre, militaire propre. Donc, c'est quand même des changements qui sont plutôt importants. Et par rapport à la deuxième question sur le Canada à l'Union européenne, peut-être que d'autres en parleront plus, mais moi, juste quelque chose que je voulais dire rapidement, j'ai eu la chance de travailler au Parlement européen à Bruxelles, en tant que rare Canadien dans cette institution. Et ce qui m'a frappé dès le début, c'était le manque de connaissances, les faibles connaissances qu'avaient mes interlocuteurs européens sur la politique étrangère, la politique de défense canadienne, au-delà de certaines généralités. Genre Justin Trudeau est un gentil personnage, c'est vraiment des trucs un peu bébêtes. Donc je pense qu'il y a la possibilité pour le Canada de... Enfin, il y a l'espace pour le Canada de se faire connaître, y compris se faire connaître comme un partenaire important en politique étrangère ou politique de défense, si le Canada se met d'accord sur quels sont ses objectifs de politique étrangère et politique de défense. Donc, c'est pas mal ça. Merci, Nicolas. François. Et Maude, je vous rassure, hein, les Canadiens ne connaissent pas plus notre politique de défense et notre politique étrangère, donc c'est pas propre aux Européens. Charles Laurent. Oui. Ben, merci beaucoup. L'avantage de parler en dernier, c'est que ça laisse plus de temps pour réfléchir aux trois questions posées à la fois. Bon, plus sérieusement, sur la première question, qui est peut-être la plus difficile aussi parce qu'elle englobe plusieurs éléments, le problème qu'il y a par rapport à ça, c'est que dans certains pays, il n'y a pas vraiment de débat public sur les questions de défense. Ou du moins, on a voulu les faire taire. Et c'est d'autant plus frappant dans le cas français, puisqu'il y a encore quelques années, ce n'était pas un système parfait, il ne faut pas non plus exagérer, mais lorsqu'on avait par exemple à l'élaboration d'un nouveau livre blanc de défense, on avait de vraies discussions au Parlement. On prenait le temps de discuter dans la commission qui rédigeait le livre blanc, et quand je dis la commission, c'est-à-dire parmi ceux qui tenaient le stylo, pas juste qui faisaient quelques apparitions en audition, vous aviez des membres de l'opposition qui étaient... Et donc ce qui faisait qu'au final... Le document était peut-être pas parfait, mais au moins il y avait un consensus généralement par rapport à ça. Or, sur les dernières années, du fait d'une volonté d'aller plus vite dans les processus d'élaboration de nouvelles politiques de défense et de politique extérieure par le gouvernement, enfin les gouvernements Macron, on est passé à ce qu'on appelle les revues stratégiques, où ça va beaucoup plus vite, où les comités sont beaucoup plus restreints, il n'y a plus les membres de l'opposition qui sont forcément dedans. Et si on va plus loin, quand on regarde la dernière loi de programmation militaire qui a été votée en 2023, ça a été fait à la va-vite sans aucune réflexion sur est-ce qu'il y a vraiment un consensus, ce qui fait que la loi de programmation militaire qui a été votée en 2023, qui normalement est valide pour les 5 années qui suivent, en effet elle est plutôt valide, parce que justement maintenant on parle de passer à 3,5% de PIB. On a des demandes extérieures qu'on a évoquées américaines de passer à 5%. Donc le problème, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de débats véritables. Et un exemple, c'est parlant par rapport à ça. Prenez la question du parapluie nucléaire français, et du fait de l'étendre aux Européens.
Depuis que cette question est entrée en débat public il y a quelques semaines, ça fait un moment quand même que ça existait, mais depuis qu'il est rentré en France dans le débat public, de suite, vous avez eu les accusations de la part du Rassemblement national et d'autres que le gouvernement Macron veut donner la bombe aux Européens, veut leur laisser le droit de dire, de presser le bouton au besoin, etc. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas dans tous ceux qui promeuvent donc une dissuasion nucléaire étendue aux alliés en Europe, que ce soit dans le gouvernement Macron, dans les appareils politico-militaires français ou dans les experts qui sont vraiment de vrais experts sur le sujet. Nulle part, vous n'aurez quelqu'un qui vous dira sérieusement « Oui, on envisage qu'on soit plusieurs à avoir la main sur le bouton ». Absolument pas. Dans la version française, c'est comme les Américains. C'est-à-dire le bouton, ça reste français. Ça sera juste, on élargit, donc on monte en puissance. Si vous prenez en compte cet élément-là, pour le RN qui promeut constamment le fait la France, grande puissance, vous avez ce terme en allemand de la France, la grande nation, c'est du pain béni. En gros, c'est une situation où on dit c'est les Français qui vont avoir le bouton sur l'arme nucléaire en Europe. Donc ils devraient sauter des deux mains, sauter des deux pieds, pardon, et applaudir en disant c'est super, pour une fois que ça correspond à nos plans. Or, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de débat à la base et du coup, vous avez donc une diffusion de narratifs erronés par rapport à ça. Ensuite, pour reprendre un peu, pour ce qui est de l'accord français, l'élection, c'est pas 27, c'est 25. Cette année. Parce que forcément, cette année, on aura un nouveau Parlement. Ça, c'est sûr et certain. C'est impossible qu'on n'ait pas de nouvelle élection en France. C'est là qu'on verra si on a une majorité RN ou pas. Donc, on verra à ce moment-là. Mais encore une fois, il faut des discussions. Sur la deuxième question sur le Canada, donc dans l'Union européenne, je dirais que oui, il faut que le Canada en discute sérieusement, fasse des propositions. Alors, pas fort vraiment pour être dans l'Union européenne, il ne faut pas non plus, il faut rester quand même réaliste sur la portée d'une telle demande, mais c'est nécessaire, ne serait-ce qu'en termes de négociations, y compris de négociations vis-à-vis de Washington. C'est-à-dire, si le Canada peut mettre dans la balance, on est prêt à se rapprocher des Européens, à avoir des accords plus poussés avec les Européens, ça va jouer en faveur du Canada. Parce qu'il y a un vrai risque pour le Canada, je dirais par rapport à ça, c'est de se retrouver à part. D'avoir plusieurs mouvements, on va dire, de minilatéralisme en Europe, c'est-à-dire plusieurs pays qui se rapprochent entre eux. Jean évoquait ce matin, Cranbois évoquait le Bucharest 9, donc c'est-à-dire le groupe qui regroupe au sein de l'OTAN plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Vous avez, pour les Nordiques, vous avez ce qu'on appelle le Nordefco, vous avez le Triangle de Weimar, vous avez donc plusieurs autres structures comme ça qui se mettent en place. Où est le Canada ? Et le problème, c'est que si le Canada reste à part, il va rester tout seul. Et quand bien même le Canada est un membre du G7, à 40 millions comme population, 40 millions versus le reste, ça ne pèsera pas grand-chose. Donc il y a un vrai besoin par rapport à ça, surtout que ce que pourrait prendre la forme que pourrait prendre une association UE-Canada, ça pourrait être comme la Norvège ou la Suisse. Petit problème par rapport à ça, c'est possible que d'ici quelques années, les Norvégiens soient dans l'UE. Autrement dit, déjà, ça veut dire que le Canada sera toujours dans une situation un peu à part. Mais il faut entrer dans cette discussion, c'est nécessaire. Et pour rebondir très rapidement sur la troisième question, en termes positifs, il y a un changement en France, enfin. C'est-à-dire, au sein de l'élite française, alors, je parle de l'élite politico-administrative actuelle et l'exécutif au pouvoir actuel, ils ont enfin ouvert une carte, devant leurs yeux, et vu que le Canada était situé non pas loin à l'ouest, mais donc on était un globe, c'est-à-dire que par rapport aux enjeux qui nous concernent, ils étaient concernés aussi au premier chef. Donc ça, c'est nouveau. Il y a vraiment une prise en compte que désormais le Canada, c'est un acteur, mais c'est encore récent, c'est encore nouveau. Mais vous voyez une différence notable. Pensez, et je ferai un écho par rapport à ça, pensez à la phrase de Macron en 2019 sur l'OTAN est en état de mort cérébrale. Quelle avait été la réaction des Français ? L'OTAN est en état de mort cérébrale, on va parler qu'entre Européens. On va parler qu'entre Européens pour comment régler le problème de l'OTAN. Est-ce qu'on parlait avec les Canadiens ? Non. Là, maintenant, par rapport à tout ce qu'on a parlé, pays européens, etc., on dit, oui, il faut discuter avec les Canadiens. Donc, vous voyez qu'il y a une avancée positive par rapport à ça, mais aussi quand même des rancunes, puisque regardez la soumission qu'a fait Naval Group au gouvernement canadien pour les sous-marins, c'est vraiment quand même à la dernière minute et parce qu'on leur a tordu le bras. Parce qu'il y avait de mauvais souvenirs de la précédente commande. Vous voyez, il y a quand même des efforts à faire. Merci Laurent. Maude, sur la deuxième question, Canada, Union européenne, et enfin la troisième, comment est-ce que l'on perçoit le Canada en France, en Europe, selon les discussions que vous avez pu avoir au cours des dernières semaines?
Alors, merci beaucoup. Donc, je lirai sans doute donc les deux réponses parce qu'elles me semblent assez intéressantes et connexes en réalité. Donc, je dirais tout à fait dans le sens de, de Laurent. Finalement, peut-être que l'effet positif ou bénéfique de Trump, c'est que finalement, ça fait apparaître aussi le Canada pour l'Union européenne comme donc peut-être un partenaire stratégique de circonstances. Je parlais de contingence tout à l'heure dans mon propos, un partenariat à renforcer. Et alors, ce qui est intéressant aussi, du point de vue aussi peut-être des Européens, c'est que c'est pas forcément à Paris, mais aussi à Bruxelles, sont en train de comprendre aussi, sans doute, euh, la dimension stratégique de la position géopolitique aussi du Canada avec le Grand Nord davantage, puisque la question notamment arctique est une question qu'on a pu évoquer ensemble avec certains collègues ici, mais qui n'était pas une question qui était vraiment dans le débat public. Et quand ça n'est pas suffisamment dans le débat public, eh bien, ça ne mobilise pas le politique. Et puis l'autre aspect, c'est que aussi qui est intéressant, c'est les liens du Canada avec le Pacifique. Parce que bien évidemment, à Bruxelles, on se pose la question de l'Indo-Pacifique, d'une dépendance trop grande vis-à-vis des États-Unis, mais aussi et surtout de comment gérer cette rivalité sino-américaine sans en faire trop les frais. Et en ce sens, les discussions avec les partenaires canadiens sont particulièrement intéressantes. Et alors, pour peut-être enchaîner aussi sur la vision qu'on a particulièrement ici, puisque c'était votre question depuis Paris du Canada, c'est sans doute que le Canada, grâce à Trump aussi, en fait, ces dernières semaines, a renforcé son soft power, non pas simplement parce que l'on trouve que les responsables politiques canadiens pourraient être agréables, sympathiques ou courageux, mais aussi et surtout parce que la politique, en fait, tarifaire de Trump et les droits de douane a montré deux choses. D'abord, la capacité des Canadiens à porter, d'abord, à se saisir de ce dossier à bras-le-corps et à donner de la voix pour apporter des réponses et montrer le chemin d'une forme au moins de résistance ou de résilience. Et puis aussi, ce qui est très scruté ou intéressant de notre côté de l'Atlantique, c'est la capacité de Trump, finalement, à renverser certaines forces politiques, puisque beaucoup de commentateurs ici en France ont pu noter qu'il y avait sans doute un mouvement conservateur canadien qui avait perdu de sa superbe, peut-être du fait, et là vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est comme ça que ça a été interprété ou en tout cas mis en avant ici dans le débat public. Il y a été un mouvement plus conservateur qui aurait fait les frais en fait de l'arrivée de Trump, peut-être par réaction. Alors est-ce que certains partisans de valeurs communes, justement, de notre côté de l'Atlantique, voient cela comme un signal positif et donc trouvent que l'exemple canadien est intéressant à plusieurs titres et pas simplement pour la question des ressources que vous évoquiez en préambule dans votre question. À l'évidence, le Grand Nord aujourd'hui est une grande préoccupation pour les Européens avec la question du Groenland et le point de vue canadien, la circulation dans les voies maritimes arctiques aussi, donc comme je vous le disais, et particulièrement dans le débat public. Donc on est particulièrement attentif et si vous suivez l'actualité un petit peu en France ou certaines chaînes d'information qui ne sont pas forcément celles mentionnées par Laurent Borzillot, vous noterez que souvent, il y a des reprises d'émissions canadiennes, que ce soit Radio-Canada ou autres médias, qui sont très scrutés et très repris dans les médias français, en tout cas actuellement. Merci beaucoup, Maude Kessar. Vous venez de faire l'illustration de la pertinence de Radio-Canada. Sans doute que ceux qui y travaillent aimeront beaucoup entendre vos propos. Alors, nous pouvons ouvrir la discussion. Prière de vous rendre au micro, s'il vous plaît, de vous identifier et d'identifier la personne à qui la question s'adresse. Bonjour tout le monde. Je ne me présenterai pas. Ma question est pour tout le monde. Mais d'abord, un commentaire, Maude, j'ai bien aimé. Donc, il faut résister à Trump pour gagner en crédibilité en Europe. Je trouve ça vraiment intéressant pour conclure ce panel très intéressant. Je vais vous parler
des détails du programme REARM qu'on appelle ou qu'on a changé de nom en Europe parce que ça disait trop de réticence dans certaines capitales. Donc, on appelle, je pense, Readiness 2030. Ce programme dont on vante les 800 milliards de dollars d'investissement au cours des prochaines années. Mais je vais parler du diable parce que le diable est toujours dans les détails. Outre la portion de la Commission, c'est plutôt une augmentation jusqu'à 1,5 % du PIB par pays qui peut être décidée par capitale et donc chaque État pourra décider si oui ou non ils veulent augmenter leur budget de la défense. J'aimerais ça avoir votre point de vue sur la faisabilité fiscale budgétaire de France, d'Allemagne et peut-être d'ailleurs. Est-ce que ce programme-là, on met de l'avant ce chiffre de 800 milliards, mais dans quelle mesure est-il réaliste? Et surtout d'être mis en œuvre aussi rapidement, premièrement. Et l'autre diable, dans le détail, c'est cette fragmentation de l'industrie de l'armement européenne, où on a plusieurs chars d'assaut, plusieurs types d'avions de chasse, plusieurs types. Dans quelle mesure est-ce qu'il peut y avoir une concertation, une coordination, des acquisitions communes et mutuelles? Parce que répondre à ces deux éléments-là va donner de la clarté au Canada. Si on veut effectivement signer un partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne, encore faut-il que son réarmement soit réel, c'est-à-dire qu'il y ait des investissements et non pas juste des promesses d'investissement. Et deuxièmement, que la façon que ces investissements vont être faits sera concertée, sera coordonnée pour qu'il n'y ait pas des duplications, pour qu'on puisse investir dans des avantages coopératifs et qu'il y ait une volonté, une acceptation, dont de Paris, que tout ne peut pas être produit en France, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien entendre vos vues là-dessus. Merci. Alors, qui souhaite plonger en premier? Un peu bien risqué. Commençons par Laurent cette fois-ci, suivi de Maude. Pour ce qui est du plan, je dirais que, contrairement à certains collègues, je serais beaucoup plus pessimiste, dans le sens où tu l'as évoqué en partie. Alors, si je fais une comparaison avec la politique canadienne, c'est un peu les montants que ont malheureusement pendant plusieurs années évoqués les libéraux quand on parlait d'augmentation du budget de défense au Canada. C'est-à-dire, on parlait quoi comme chiffre? On ne parlait pas l'augmentation sur l'année à venir, on parlait sur combien on va investir sur les 10 prochaines années. Ou 20 prochaines années. Ce qui fait que oui, à la fin, on a un super gros chiffre. Ça fait bien de vendre un gros chiffre. Ouais, mais le truc, c'est sur 20 ans. Donc, divisé après donc sur 20, c'est plus grand-chose. Les 800 milliards, comme ça a été évoqué, c'est 150 de prêt, donc c'est juste un prêt, donc c'est pas genre cadeau, c'est juste on vous fait un prêt, et 650 c'est juste vous allez devoir trouver les financements, parce que c'est pas nous, c'est pas la Commission européenne, c'est pas les institutions européennes qui allons avancer cet argent-là. Donc ce qui veut dire que ça va être très difficile dans les contextes budgétaires, par exemple français. En France en particulier, la question qui va forcément se poser, qui se pose déjà, c'est le lien avec la réforme des retraites. Qui est un sujet de discorde politique énorme, où vous avez certains partis politiques qui rêvent de revenir à la réforme, à l'idée de la retraite à 60 ans, alors que tous les autres pays européens sont passés à 67 ans, si ce n'est pas 70. Donc vous avez ce débat, cette dispute d'arrière-garde qui a lieu, et le problème, c'est que certains vont dire, si on veut dégager des budgets pour aller ne serait-ce qu'aller, on va dire, jusqu'à 2,5%, il va bien falloir taper quelque part. L'argent, il ne tombe pas du ciel. Et donc ça va être très difficile. Dans le contexte actuel de l'Assemblée actuelle, je ne vois pas comment ce serait faisable parce qu'elle est trop divisée. Quand il y aura les prochaines élections, donc à la fin de l'été, selon s'il y a une majorité, on verra, mais il faudra voir quelle est la couleur politique. Donc ça, vous prenez une boule de cristal et puis vous essayez de voir qui va l'emporter. Le seul point sur lequel on peut avoir peut-être une visibilité actuellement, c'est que contrairement à ce qu'on pensait il y a encore quelques mois, la prochaine élection aura lieu avec le même type de scrutin. C'est-à-dire que ce ne sera pas la proportionnelle. Puisqu'en tout cas, il n'y a pas de réforme qui a été passée par rapport à ça. Donc, on aura probablement un scénario soit équivalent à ce qu'on a actuellement, soit peut-être avec une courte majorité. Mais à partir de là, on verra ce que ça donne d'un point de vue général. Merci, Laurent. Maude, nous vous écoutons. Alors, merci infiniment, Laurent. Et comme peut-être que je compléterai rapidement, sans revenir effectivement sur les 150 et les 650 milliards que tu as bien expliqué, évidemment, Laurent. C'est la question effectivement des dissensus et des choix et des arbitrages budgétaires pour la France, c'est vraiment la question qui se pose actuellement parce que effectivement,
on parle aussi en France d'efforts de guerre et ça fait partie de la problématique. Et donc, c'est devenu une question aussi politique, comment on le détermine et comment ça se traduit en termes de ventilation budgétaire. Et ça n'est pas forcément, ça n'est pas juste où je dirais, je nuancerai un peu, Laurent, c'est vrai que c'est la question du vieux débat sur les retraites, etc. Mais il y a aussi il y a le modèle social aussi français qui est évoqué forcément par certains courants politiques qui vont forcément opposer la question de l'investissement dans la défense à celui du modèle social, des dépenses pour l'éducation ou la santé, par exemple. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a un effort de pédagogie à faire aussi bien chez les responsables politiques au sein de la population française. Donc, quand on parle de réarmement aujourd'hui en Europe et particulièrement en France, finalement, c'est d'abord un réarmement intellectuel. Il faut sans doute pratiquer. Là, je suis assez d'accord avec les propos qu'on peut tenir ici dans nos institutions, avant que ça soit un réarmement complètement capacitaire, ce qui n'exclut pas le fait qu'on se coordonne avec nos alliés, mais simplement, si on veut être efficace et voter les budgets, il faut qu'on ait des responsables politiques qui soient aussi soutenus par leurs électeurs et qu'ils comprennent un minimum, finalement, les enjeux auxquels nous avons à faire face. Donc, c'est la question de la mobilisation à la fois des esprits et des populations qui se posent et qui est clé pour faire aussi comprendre pourquoi on parle de ces sommes importantes et à quoi elles vont servir, puisque c'est ça, en fait, les questions qui se posent aujourd'hui dans le débat public. Quant à la question que Justin, tu soulevais très justement, aujourd'hui, enfin, je pense que Laurent ne me contredira pas sur ce point, et je l'évoquais dans mon propos liminaire, la question de la BITDE, de la coordination des achats entre Européens, elle est forcément clé. Et pour l'instant, je dirais en faisant on est toujours en infancy, on est toujours finalement en train d'essayer de le faire, mais on n'est pas opérationnel tout de suite. Et donc, c'est cet effort-là qu'il faut redoubler, mais on ne pourra redoubler d'efforts que si on a une mobilisation qui est de la nation tout entière, avec une volonté politique et un soutien de la population française et de nos autres alliés européens qui sont capables de mobiliser aussi leur population. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit et qui sort un peu des clous de la question, cher Justin, mais quand je parle de mobilisation et on parle de débat en France, de comparaison avec le Canada, j'ai entendu pas mal de choses dans les panels précédents. C'est vrai que dans le débat public, on a du mal à se dire est-ce que la menace, c'est la guerre et est-ce que c'est juste des chars russes ou est-ce que ça veut dire qu'on pourrait aussi avoir des morts, soit des morts français, dans une guerre proche. Et c'est ça qui est au cœur des débats aujourd'hui, finalement, en France, parce que la guerre, on en parle de manière théorique, de manière budgétaire, mais on a un peu du mal, malgré la guerre en Ukraine, à concevoir que faire l'effort de guerre ou se préparer à la guerre, ça veut vouloir aussi dire préparer les esprits et préparer aux réalités. Et c'est ça qui est au cœur des débats en ce moment publics et qui soutiennent aussi les arbitrages que l'on peut faire à la représentation nationale. Merci Maude. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Thio, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci. Donc, Theodore McLaughlin, Université de Montréal, encore une fois. Merci beaucoup des présentations fort intéressantes. Une question que j'aurais pour vous, dans tout ce qu'on parle en termes d'adaptation européenne, et ça passe beaucoup par dépenses militaires et par réindustrialisation sur la base de la défense. Quelles seraient les conséquences pour ce qui est de la transition énergétique en Europe? On a beaucoup parlé des différentes considérations de sécurité. L'Europe se préoccupe des changements climatiques à différents niveaux pendant un bout. Est-ce que tout ça, c'est assez mis de côté? Est-ce que, par exemple, en Allemagne, où on a vu les conséquences de la guerre en Ukraine pour ce qui est des centrales de charbon, est-ce que là, on vit dans une situation où on va mettre la transition énergétique essentiellement sur glace pour essayer de préparer un avenir défense qui semble être plus immédiatement sombre? Merci Thio. Alors,
Est-ce que votre réponse, c'est non, un seul problème à la fois, s'il vous plaît, ou est-ce qu'il y a moyen de conjuguer les deux? Alors, qui veut intervenir en premier? Peut-être que Nicolas François pourrait débuter cette fois-ci? Ouais, brièvement, sur l'autre question sur Rearm Europe, comme Laurent le disait tout à l'heure, c'est quand même 650 milliards de ce montant-là qui permet, grosso modo, juste plus d'endettement hors des limites d'endettement européen. Ça vaut ce que ça vaut. Je pense qu'il y a peut-être plus certains mécanismes individuels ou de petits groupes d'États européens qui seront plus intéressants. Puis bon, l'Allemagne, semblerait-il, en reprenant ce que disait tout à l'heure Maud, semble s'ancrer dans ce réarmement intellectuel, notamment avec les sondages que je disais tout à l'heure dans le virage au sein de l'opinion publique, puis aussi d'avoir décidé de faire sauter les limites d'endettement allemand, considérant quand même que l'Allemagne était l'État le moins endetté, enfin, je pense le moins endetté au sein de l'Union européenne, à près 60% de son PIB. Ça lui permettait de faire ce choix-là par elle-même, hors de l'Europe, sans briser les règles communes européennes. Au final, c'est presque 1000 milliards d'investissements qui est proposé, dont 500 milliards en défense, comparativement aux 800 milliards mis de l'avant par l'Union européenne, dont 650 qui sont des permissions d'endettement. C'est, je pense, une réaction plus concertée, peut-être plus agressive qu'on a vu en France pour l'instant. Et bon, pour répondre aux considérations énergétiques, peut-être que Laurent en saura plus là-dessus, mais du moins, l'Allemagne a quand même tenté de diversifier ses acquisitions d'énergie avec d'autres États hors de la zone euro. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, présentement, pour avoir l'acceptation des Verts, ils ont juste décidé de prendre 500 milliards des infrastructures, en donner 100 milliards sur le climat. Et je ne sais pas si ça fait vraiment partie des enjeux de défense. Peut-être que Laurent en saura plus sur ce sujet. Laurent, Maude? Y a-t-il des chars d'assaut électriques? Est-ce que quelqu'un peut nous... Alors non, juste pour prendre au bal au bon, il y a un Leclerc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense que Maud verra de quoi je parle. Petite plaisanterie de l'armée française lors de la journée du 1er avril sur un char hybride pouvant aller sur l'eau et sur terre qu'ils ont appelé le Leclerc. Mais bon, je laisse Maud répondre d'abord à la question. Alors, je ne vais pas élaborer sur l'eau claire, mon cher Laurent. Toutefois, je tiens à remercier notre collègue et intervenant pour cette excellente question, puisque finalement, effectivement, est-ce que la question de la transition énergétique n'est pas le parent pauvre en fait des bouleversements géopolitiques donc accrus depuis l'arrivée de Trump? Est-ce que finalement, parce que ce n'est plus dans les priorités des agendas aujourd'hui, enfin en tout cas de notre côté de l'Atlantique, ça n'est pas dans les priorités, ce n'est plus dans les priorités de l'agenda malheureusement. Et finalement, quand on évoque cette question, souvent on se demande si tranquillement, alors que vraiment ça paraît totalement contradictoire et paradoxal, les Chinois ne tireraient pas parti donc de ce moment pour finalement réussir sur certains aspects de la transition énergétique que nous, peut-être les Occidentaux, nous avions fait des promesses, y compris et puis sur lesquelles on avait de grandes ambitions. Donc, je ne pourrais pas élaborer davantage dans la mesure où ça n'est pas, je pense, dans les priorités actuelles, malheureusement. Merci, Maude. On a le temps certainement pour une dernière question. Oui, monsieur, la parole est à vous. Jean-Noël Bérubé. Une toute petite question adressée à Nicolas François Perron. C'est une question de nature de politique publique économique. J'ai appris récemment d'une revue européenne, je crois, la revue Armée, qui semblerait que, par exemple, la Russie consacrerait pour 2025 et près de 7% de son PIB aux dépenses militaires, ce qui représenterait en réalité
entre le tiers et 40% de son budget, qui était le chiffre évoqué lors de la dissolution de l'URSS. Donc, c'est la ligne rouge pour Poutine, un économiste, et son ministre de la Défense nationale, qui n'est pas un militaire, qui est un économiste, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser du point de vue de l'administration publique et de l'économie pour ne pas justement priver les autres aspects, donc les mesures sociales de revenus. Donc, je demandais finalement, est-ce qu'au lieu du PIB, lorsqu'on dit 2% ou 7%, qu'on utilise comme guide, ça serait préférable de dire la part du budget? Parce qu'en fait, quand on parle d'un PIB de 7%, ça représente près de 40% du budget de la Russie. Et pour chacun des pays de l'OTAN, ça représente quel pourcentage du budget et ça représente combien par rapport au ratio de la dette? C'est ma question. Merci. Nicolas François, vous avez certainement la réponse. Non. C'est une bonne question, mais comme je le disais initialement, l'Allemagne a quand même les reins solides fiscalement pour se permettre ces investissements. Après, je ne sais pas ça représente quelle partie du budget. Peu de mauvaise foi, relancer la question à Laurent. Une idée. Ça, c'est vraiment de mauvaise foi. Laurent? Je vais évacuer en disant que cette question-là, c'est la question des chiffres que vous prenez. Et c'est une question que vous avez dans tout débat de politique publique, que ce soit pour les 3% de PIB, enfin d'autorisation de dette en Europe, etc. C'est des chiffres qui sont choisis de manière arbitraire, qui après s'appliquent et on cale tout par rapport à ça. Et selon si vous prenez en compte d'autres éléments, en fait, ne sont pas vraiment représentatifs de données. Mais c'est typique, malheureusement, de ce qu'on fait en sciences politiques. Donc, je vous répondrai à côté en soulignant ça, mais c'est un travers qu'on a aussi bien en sciences que dans la classe politique, c'est que on s'habitue, on fait de la dépendance au sentier par rapport aux chiffres qu'on a mis en avant, et à partir de là, donc on utilise toujours les mêmes critères, etc. Quand bien même, on se dit que peut-être, en fait, ce serait pas une bonne idée, il faudrait prendre en compte tel ou tel élément, mais ça fait partie malheureusement du jeu. Merci Laurent. Maude? Non, alors j'ajouterai absolument rien sur cette question parce que je serais peu compétente. En revanche, j'avais un petit point qui me reste, que j'avais à l'esprit en écoutant les panels précédents, si vous le permettez. Je voulais juste rappeler que quand on parle finalement des évolutions de Trump, de la comparaison entre la position des Européens et du Canada, peut-être rappeler qu'en Europe, enfin, vue d'Europe, pour les pays européens qui sentent que la menace russe est vraiment à leurs frontières ou à leurs portes, puisque ça n'est pas la perception de tous les Européens, mais c'est la perception, en tout cas, en Europe du Nord, en Europe centrale et orientale, en France et pas que, et bien sûr, mais c'est cette impression d'être pris en tenaille entre finalement un allié américain qui est devenu adversaire et la Russie, et d'être entre les deux. Et je dirais que c'est quand même une partie de l'équation et de la réflexion et du débat actuellement sur les enjeux stratégiques qui est assez plus révolutionnaire et majeur. Et la question, c'est combien de temps, finalement, peut-être pas ce renversement d'alliance, mais ces alliances de circonstances vont-elles tenir au-delà même d'une prolongation du Trumpisme ou d'un grand allié américain qui deviendrait adversaire, parce que ça accélère d'autant plus en fait la réflexion et la nécessité de mettre en œuvre le plan B et pas simplement de le réfléchir ou de le coucher sur le papier. Donc voilà, on est tous obligés d'être dans l'action. Je crois que le Canada n'est pas non plus effectivement est particulièrement attentif au mouvement de la Russie dans la proximité du Grand Nord, mais c'est ce qui nous préoccupe ici, et je tenais à rappeler cet effet de tenaille qui est particulièrement important de ce côté de l'Atlantique. Merci. Alors, Laurent, Maude, Nicolas, François, merci infiniment pour vos présentations respectives.